Bonjour à tous. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui faisaient la balade qui arrivent là. Donc je vais simplement peut-être commencer par me présenter. Donc mon nom est Tariq Shekchak. Comme beaucoup de gens passionnés, j'ai du mal à me consacrer à une seule activité. Donc je suis en même temps directeur sciences et environnement de l'équipe Cousteau et de la Cousteau Society qui ont été fondées par le commandant Cousteau. Où là mon métier c'est principalement m'occuper en fait de ce qu'on appelle la gestion intégrée des zones côtières, le développement d'aires marines protégées de parcs nationaux, l'étude d'espèces marines qui peuvent être en danger de disparition, par exemple certaines espèces de requins ou de dauphins, comme le marsouin de Californie, de Basse-Californie au Mexique, et conseiller les gouvernements sur une approche qui intègre en même temps les besoins de développement humain et la nécessité d'avoir un développement durable sur les zones côtières et les grands bassins versants. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout qu'on travaille surtout dans des pays un peu complexes, comme le Soudan par exemple. Je suis régulièrement en mer Rouge, à Djibouti également, au Brésil, au Mexique et d'autres zones de ce genre. Et par ailleurs, donc, il y a quelques années, un petit peu, donc moi je viens vraiment du côté de la biologie appliquée, on va dire, hein, vraiment biologie marine, gestion des territoires naturels, etc. J'ai eu un petit moment de découragement quand même en me rendant compte, et il y a eu un moment particulier d'ailleurs, dans le grand nord de notre planète, au Groenland, où un jour en découvrant en fait sur une plage des déchets plastiques, j'avais déjà vu des tas de fois des déchets plastiques, hein, c'était pas vraiment quelque chose de nouveau malheureusement, mais il y avait eu un tel contraste entre la matinée que je venais de passer avec ours blanc, blancheur virginale de la glace, les glaciers, les icebergs, et au détour d'une balade l'après-midi sur une crique, pas mal de déchets plastiques, que j'ai eu un moment de découragement. Et je me suis dit, est-ce que finalement, en essayant de faire en sorte qu'on améliore nos pratiques par rapport à la gestion de l'environnement, etc., est-ce qu'on n'est pas finalement en train de mettre, comme on dit, un pansement sur une jambe de bois ? Parce que vous avez beau faire une aire marine protégée, même si vous essayez d'impliquer un maximum d'acteurs locaux, etc., ben, l'eau ne connaît pas les frontières, l'air non plus. Donc j'ai vraiment eu un moment un peu de découragement, c'est vrai, en me disant quelque part la technosphère, donc tous nos savoir-faire, sont peut-être en guerre un petit peu larvées, bien souvent inconscientes d'ailleurs, avec la biosphère, donc le vivant, mais aussi, comme on en parle de plus en plus, l'atmosphère, l'eau à travers le cycle de l'eau, la pollution du cycle de l'eau. Mais comme je suis quelqu'un de plutôt optimiste et que tout n'arrive certainement pas par hasard, j'ai eu aussi la chance de découvrir le concept du biomimétisme grâce à un ami qui s'appelle Gauthier Chapelle, avec qui j'avais travaillé dans les milieux polaires. Et je me suis dit, ah oui, c'est probablement une pièce du puzzle qui me manque. Parce que là, du coup, au lieu de parler de l'environnement comme quelque chose qu'il faudrait respecter et qu'on fait mal, et que donc c'est un côté un peu castrateur parfois, porteur de mauvaises nouvelles simplement, on regardait l'environnement d'une manière complètement différente, comme source d'inspiration. Et du coup, c'était très, très, très différent, même pour parler à des ingénieurs, dans des grands groupes, dans des PME, dans des petites et moyennes entreprises, dans des startups, dans des labos. Leur regard sur la biodiversité change complètement. Et là, du coup, quand on crée un changement de regard, tout est possible. Donc vraiment, pour moi, c'était ça la porte ouverte vers le biomimétisme. Et du coup, pour pouvoir parler le langage des ingénieurs mécaniques, j'enseigne également maintenant dans des écoles d'ingénieurs en électronique, par exemple, il a fallu que j'apprenne ce langage-là, leur concept, pour pouvoir créer un pont entre la biologie et toutes sortes d'autres disciplines. Et on va illustrer ça un petit peu aujourd'hui pour montrer que le biomimétisme a un potentiel de transfert de connaissances de la biologie vers d'autres disciplines qui est extraordinaire si tant est qu'on prend un petit peu le temps d'essayer de développer un langage commun. Parce que sinon, on croit se comprendre, mais on ne se comprend pas forcément. Alors, sans trop tarder, donc, déjà, je vais faire quelque chose de très ambitieux. Je vais essayer de résumer en quelques minutes ce que c'est que le monde vivant. Alors, je sais, c'est très ambitieux, mais n'empêche que si on veut parler de biomimétisme, il faut quand même qu'on dise un petit peu ce que c'est que ce monde vivant. Déjà, une première chose, j'ai sélectionné quelques photos, il y en a des magnifiques tout autour de la pièce ici, qui montrent que cette planète, elle est quand même extrêmement belle, et c'est bien de s'en rappeler de temps en temps. On est en train de chercher la vie au fin fond de l'espace, on serait super content si on trouve une ou deux bactéries, et on oublie à quel point on vit sur une planète extraordinaire, capable de développer des formes de vie, et bien d'autres dans le passé, qui sont tout simplement merveilleuses.
avec aussi des problèmes, hein, on ne va pas faire les bisounours, il y a toutes sortes de choses dans le vivant, des choses positives, des choses belles, des choses plus difficiles. Mais en tout cas, commençons par ça, je pense, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on oublie bien trop souvent. La vie, c'est également une énorme diversité. On parle de plus de 30 millions d'espèces probablement. En tout cas, la science en connaît 1,9 million. C'est également une vie qui nous rend toutes sortes de services. Si on prend vraiment le côté purement humain, comment les humains se relient finalement à ces écosystèmes, on peut distinguer 4 grands types de services. Et souvent, on n'en est pas conscient non plus. Service d'approvisionnement, eh bien, c'est l'agriculture. Après tout, toutes les plantes que nous utilisons, c'est des plantes qui ont été domestiquées. Et les sols que nous avons utilisés les plus fertiles, c'est des siècles d'activité forestière qui ont créé cette fertilité-là. Maintenant, on a remplacé ça par des produits de l'industrie chimique, mais en tout cas, au départ, c'était des sols produits par des forêts. Service de régulation, ça va être simplement un arbre qui, en poussant, va stocker du carbone. Vous savez bien que c'est un problème important maintenant, cette histoire d'empreinte carbone. Mais c'est aussi, on l'a vu avec récemment les inondations, le fait qu'un bassin versant couvert de forêt va aussi ralentir en fait l'écoulement de l'eau et produire un service de régulation. C'est aussi un marais qui va épurer naturellement l'eau. Pour ceux qui étaient là hier, par exemple, on a parlé de projets aussi comme la zone libellule de Suez Environnement qui permettent de faire une épuration en imitant les écosystèmes de marais. Ça va être aussi le service culturel. C'est la forêt près de Senlis dans laquelle vous aimez bien, ou même un parc dans lequel vous aimez bien vous balader avec votre famille. Mais ça va être aussi un site sacré pour un peuple, par exemple en forêt amazonienne ou ailleurs. Et le service d'appui, les services d'appui, c'est tout ce qui soutient l'ensemble, la production d'oxygène, des grands cycles des nutriments. L'oxygène, la quantité d'oxygène dans notre planète est liée à l'activité de la photosynthèse, des algues et des plantes. Et au tout début de l'apparition de la vie sur Terre, on avait une atmosphère très très différente. L'atmosphère a été modifiée par le vivant. Donc c'est un peu les services qui servent à tout le monde. Également, une illustration, on a beaucoup parlé des abeilles, quelques chiffres. Un exemple de la déclinaison très concrète d'un service écosystémique. En 2007, on estimait à 153 milliards d'euros le service de pollinisation produit par les abeilles. Et d'ailleurs, dans certaines zones du monde, à cause de la disparition des pollinisateurs, on est obligé soit de ramener par camion des pollinisateurs, comme ça arrive en Californie dans certaines zones, soit de le faire manuellement, comme dans certaines zones de Chine. Donc on voit concrètement que quand le service disparaît, il faut bien le remplacer par quelque chose de bien plus coûteux. Parce que ça, c'est gratuit, a priori. Un autre exemple aussi, en 1970, un virus tue toutes les cultures de riz quasiment en Inde. Et pour trouver une espèce résistante, il a fallu tester 6000 espèces différentes de riz. Si elles étaient plus présentes dans la nature, on n'aurait pas trouvé cette espèce résistante. C'est aussi une vie organisée en réseau. Quand on parle de vivant, au niveau surtout des écosystèmes, ce sont des réseaux extrêmement complexes. Pas compliqués, complexes, parce qu'il y a une science de la complexité. Et on confond souvent les deux mots. Et les réseaux, ça nous parle beaucoup de nos jours, n'est-ce pas, avec les nouvelles technologies. Et dans les réseaux, il y a une architecture réseau quelque part où vous allez distinguer ce qu'on appelle des espèces clés, comme le krill, par exemple ici en Antarctique. C'est une espèce clé parce que le krill est mangé par toutes sortes d'autres espèces. Donc si elle a un problème, c'est tout l'écosystème qui a un problème. Mais il y a aussi des espèces fondatrices, comme un castor qui va créer un nouvel écosystème en construisant un barrage, alors qu'avant c'était une rivière. Ou un éléphant qui, par ses déjections, va favoriser le fait que la savane apparaisse. Et en fait, si on représente cette complexité, imaginons que ça c'est le krill, hein, vous voyez bien cette architecture réseau qu'il faut prendre en compte aussi quand on prend des décisions. Et on peut avoir sinon ce qu'on appelle les effets en cascade, c'est-à-dire que non seulement si ce petit point rouge là a un problème, c'est tout le réseau vert qui est touché, mais également une bonne partie de celui-là. Et parfois, ce n'est pas forcément les plus visibles qui sont les plus importants. Je ne vais pas creuser, c'est quelque chose de très très dense comme approche, donc je vais simplement effleurer certains de ces sujets. Maintenant, si on imagine la Terre tout entière, et que chaque point maintenant ce sont des écosystèmes, non pas des espèces, eh bien nous sommes un petit peu tissés de ces fils-là. Depuis 10 000 ans, il y a une certaine stabilité sur la Terre, et l'espèce humaine a eu un grand succès. On était capable de coloniser quand même des Sahara chauds jusqu'au Groenland, mais c'est aussi grâce à cette stabilité en termes de climat et de biodiversité qu'on a eu ce succès. La Terre en a vu d'autres, il ne s'agit pas de sauver la vie sur Terre, il y a eu des disparitions massives, mais nous, humains, on a eu besoin de cette stabilité qui est en train d'être remise en question. Donc, quelque part, nous sommes des motifs tissés de ces fils-là. Ça, c'est important parce que ça casse l'idée, la nature d'un côté, moi de l'autre, qui contribue à créer donc
l'impression que c'est presque optionnel de s'en occuper, quand on a réussi à s'occuper de tout le reste. On est réellement tissé de ces fils-là, ce n'est pas juste une métaphore. Alors c'est fascinant le vivant parce que vous avez une dynamique constante entre crises, comme un feu de forêt, par exemple, mais également des innovations, comme par exemple maintenant un pain qui est capable de germer que quand le feu est passé. Donc en fait, ce qui devient une crise pour l'un est au contraire un soutien pour l'autre. Et par ailleurs, d'ailleurs, ça permet de redémarrer l'écosystème forestier. Également, quelque chose qui est absolument fascinant, c'est comment se baser sur l'énergie solaire. 99,999% de la vie est branchée sur l'énergie solaire via les plantes. Et nous en bénéficions tous. On en parlera plus tard. L'eau comme solvant universel. Nous développons des solvants extrêmement intéressants d'un point de vue technologique, mais toutes les cellules vivantes basent leurs solvants sur l'eau. C'est une chimie basée sur l'eau. Et ça intéresse beaucoup les chimistes. Je suis sûr que M. Grenier vous en a parlé ou va le faire. L'eau comme solvant universel, ce n'est pas du tout une utopie, c'est quelque chose qui existe dans toutes les cellules vivantes. Mais également fabriqué à température et pression ambiante. Bien souvent, nos procédés industriels ont besoin de haute pression, haute température. Un récif de corail, du bois, du verre, des diatomées, c'est fabriqué à pression ambiante, température ambiante. Également, apprendre la nécessaire parcimonie en matériaux et en énergie dans un monde fini. Parce que si vous êtes dispendieux, vous ne durez pas au niveau de l'évolution. Comment mieux partager et gérer l'information? On verra l'importance de ça, parce qu'on devient plus intelligent en réintégrant l'information. On peut corriger ses erreurs de manière plus efficace. Également, qu'est-ce qu'être résilient, donc capable de garder et de restaurer son identité dans un monde qui est complexe, où il y a souvent des crises? Finalement, c'est se dire un petit peu que les experts en durabilité sont tout autour de nous et que leur recherche et développement a à peu près 3,8 milliards d'années. Et que quelque part, des espèces qui ont, comme les requins, plusieurs centaines de millions d'années et qui n'ont pas beaucoup changé, ont prouvé leur durabilité parce qu'ils sont passés à travers toutes sortes de changements et ils sont toujours là. Donc l'idée, c'est de se dire, interrogeons-nous pour voir s'il n'y a pas des choses à apprendre. Alors le biomimétisme répond donc aux enjeux. Je vais passer un peu rapidement cette partie peut-être un peu plus déprimante, mais citons quand même le bouleversement climatique auquel il faut répondre. La COP21 à Paris récemment a montré que le monde entier quand même prenait de plus en plus sérieusement ce problème en jeu. Ça, c'est une illustration sur des milieux que je fréquente régulièrement en tant que chef d'expédition dans l'Arctique, la disparition de la banquise estivale, et ce sont des observations, pas des modèles. Donc il va falloir s'habituer à un monde sans banquise, cette partie gelée de la mer en Arctique pendant l'été, avec d'autres conséquences sur les changements climatiques, les conséquences sur les courants marins par exemple. On pourra en parler peut-être dans la table ronde de ce soir. Mais également, on assiste actuellement, particulièrement à cause du changement d'occupation des sols, à une disparition massive d'espèces que nous provoquons, avec quelques statistiques ici, entre 1970 et 2010, les effectifs, particulièrement des espèces d'eau douce, 76% de baisse. Ce n'est pas 76% de disparition d'espèces, mais des effectifs de ces espèces. Je passe un peu rapidement cette partie-là, mais peut-être finir cette partie avec cette étude qui est vraiment la première fois où dans le monde, des scientifiques de très grandes institutions se sont interrogés sur les limites de notre développement sur la Terre. C'est une étude pluridisciplinaire qui est apparue dans Science et dans Nature ensuite, avec une mise à jour récente, où on se dit en gros par rapport aux grands enjeux, en fait, par exemple cycle de l'azote, changement climatique, ce que vous voyez là par ailleurs en rouge, c'est la crise de l'extinction de masse de la biosphère, donc 6e extinction de masse. Et la zone verte, c'est la zone dans laquelle on devrait être pour assurer notre propre résilience en tant qu'humain. Et donc vous voyez qu'il y a encore des zones où il y a des études qui doivent être complétées, mais en gros, il y a pas mal de signaux rouges, particulièrement changement climatique qui monte, mais surtout les cycles de l'azote avec les intrants agricoles et la 6e extinction de masse de la biosphère, où là, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a clairement dépassé les limites du raisonnable. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait après ça? Est-ce qu'on reste négatif, un peu prostré, à refuser voir la réalité en face? Ou est-ce qu'au contraire, on se met en marche et avec, si possible, une énergie positive? Et parfois, donc, c'est vraiment une des choses les plus intéressantes du biomimétisme, de mon point de vue, c'est cette idée qu'il est possible de réconcilier technosphère et biosphère, savoir-faire et savoir-vivre qui ont été développés par le vivant sur Terre depuis des milliards d'années. Si on distingue le biomimétisme en gros, on peut distinguer 3 grands types de biomimétisme. Le premier serait s'inspirer de la forme des organismes, par exemple la forme d'un arbre ou la forme d'un coquillage, j'en parlais avec ceux qui étaient à la balade avec moi.
Le deuxième niveau, ça serait plutôt les processus et matériaux, de quoi c'est fait, comment c'est fabriqué, la chimie verte, le type de matériaux. Et le troisième, c'est les systèmes, comment ça s'organise dans sa diversité. On va s'inspirer des écosystèmes. Et je vais illustrer quelques exemples. La forme, par exemple. Vous avez eu beaucoup d'exemples français, hein, donc je vais aussi me permettre de prendre quelques exemples internationaux qui ont le plus fort potentiel de mon point de vue en termes de durabilité. Alors certainement, un exemple qui m'a beaucoup inspiré, c'est, parce que aussi je suis un marin, et fasciné et familier avec les mammifères marins, c'est une éolienne qui s'est inspirée en fait de la nageoire pectorale de la baleine à bosse. Et en fait, l'ingénieur qui a développé cette éolienne s'est rendu compte que les bosses, ici, là, elles avaient un rôle en fait extrêmement important dans la dynamique des fluides. Ça crée des tourbillons, que vous voyez là, hein, sur la modélisation, qui accélèrent ce qu'on appelle les flux laminaires, et qui permet d'expliquer en fait les performances de la baleine quand elle doit faire des virements de bord assez impressionnants par rapport à sa surface et à son volume. Et en transposant en fait cette compréhension de comment la baleine utilisait les tourbillons, ils ont mis au point une éolienne qui fonctionne bien mieux, y compris à faible vent, et en produisant en plus moins de nuisances sonores. Alors c'est intéressant parce que ça n'a jamais dépassé le stade du prototype, et il y a eu une enquête qui a été faite pour essayer de comprendre pourquoi. Tout simplement parce que les carnets de commandes sont pleins, il y a eu des investissements importants qui ont été faits pour le dimensionnement de certaines machines, et que même si c'est super, même si ça marche, l'industrie n'est pas prête à faire ce changement. Donc ça aussi, c'est à considérer quand on parle d'innovation et de transposition dans le monde technologique. Ça fait partie des critères à considérer. Un autre exemple que j'aime bien, parce que ça illustre bien le côté multifonctionnel des organismes vivants, c'est le requin, toujours un exemple marin. Qui se rappelle de la fameuse combinaison qui avait permis de rafler toutes les médailles? Vous vous rappelez de ça aux Jeux Olympiques? Et vous vous souvenez qu'elle a été interdite finalement, parce que c'était trop efficace. Est-ce que vous saviez que c'était inspiré de la peau de requin? Oui? Ben oui, effectivement. C'est Festo qui a, regardé, là vous voyez un gros plan d'écailles de requin, et vous voyez des espèces de petites quilles, hein, comme 3 petites quilles ici. Eh bien, ils ont imité ce processus-là sur la combinaison du nageur. Alors on pourrait se dire, on est un peu loin du développement durable, oui, mais si vous mettez le même genre de structure sur un Boeing ou sur une voiture, vous réduisez la consommation de carburant, parce que vous êtes plus efficace pour traverser les fluides, sans créer de turbulence. Et en plus de ça, on se rend compte que là, naturellement, les requins, ils n'ont pas de bactéries ni d'algues qui s'installent sur leur corps. Et on s'est rendu compte que la structure, donc sans antibiotiques, était naturellement antibactérienne. Et donc il y a une autre innovation qui a été faite pour faire des surfaces antibactériennes, structurellement, sans antibiotiques, pour les revêtements dans les hôpitaux par exemple, et essayer de diminuer le taux de maladies nosocomiales. Et là, encore une fois, sans produits chimiques. Simplement, c'est la structure même de l'écaille. Il y aurait des tas d'autres choses à dire, mais j'ai voulu finir aussi avec un autre exemple qui vient de la queue de requin, où là, on est dans une hydrolienne, pour capter l'énergie des courants marins. Il y a un exemple français qui a déjà été traité, c'est pour ça que je ne l'ai pas sélectionné là, qui est Île Énergie. Eux, ils sont inspirés des membranes, et le concepteur disait qu'en fait, il avait constaté qu'il y avait très peu d'hélices chez les poissons, qui bien souvent, c'était des membranes quand même. Et effectivement, les nageoires sont des membranes. Là, en l'occurrence, c'est la queue du requin qui a été imitée pour créer un champ d'hydrolienne, car on s'est rendu compte que l'efficacité du requin pour transformer le mouvement en force de propulsion était de 90%. Donc on a inversé le concept. Si la queue bougeait dans un courant, est-ce qu'on ne pourrait pas être assez efficace pour récupérer l'énergie? Architecture également, hein, toujours dans la forme. Alors il y a beaucoup d'exemples, mais peu de gens savent que même notre fameuse tour Eiffel est indirectement inspirée du vivant. Effectivement, Gustave Eiffel a travaillé avec un ingénieur allemand qui avait étudié la coupe sagittale de l'os de fémur. Eh oui, l'idée était de maximiser la force de la structure en minimisant la consommation de matière. Donc réduction de coûts. On a une structure plus solide avec moins de matière impliquée. Alors Gustave Eiffel lui-même ne s'est pas revendiqué de l'os, mais l'ingénieur allemand avec qui il travaillait, lui, par contre, a fait ses travaux sur ça. Il y a aussi le fameux stade olympique de Munich, vous voyez, hein, certaines toiles d'araignée, pareil, pour répartir les tensions, consommer le moins possible de matière. Et donc Frey Otto, Jeux olympiques de Munich. Et plus récemment, également, il y a des exemples français qui ont été traités aussi pendant le symposium. Mais ça, c'est un des plus emblématiques, dont Alina a parlé ce matin. C'est Hakim Menges, où là, on est aussi dans du passif, c'est-à-dire la structure que vous voyez là, elle va imiter les cônes de pin qui, avec le taux d'humidité, vont s'ouvrir pour libérer les graines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'électricité ni quoi que ce soit, ça réagit à l'environnement.
Eh bien, ces petites structures que vous voyez, là, ici, là, les pores qui s'ouvrent sur la structure, c'est pareil, en fonction des variations de température et d'humidité, ils vont s'ouvrir passivement. Donc pas de consommation d'énergie. Et là, en fait, ça imite une araignée qui est capable de faire une toile dans l'eau en utilisant les bulles d'air pour également construire sa structure. Et donc ça a été tissé littéralement, et c'est un institut en Allemagne qui travaille énormément sur ce qu'on appelle la morphoécologie. Donc créer des structures qui s'inspirent des formes des organismes. C'est un exemple parmi tant d'autres, je pourrais vous en parler là aussi pendant des heures. Maintenant, on va passer au processus. On quitte la forme pour les processus. Alors les processus, pour moi, encore une fois, c'est une sélection un peu arbitraire, mais une des innovations de rupture qui s'en vient, qui est vraiment, vraiment impressionnante, c'est une nouvelle génération de panneaux solaires. Actuellement, nos panneaux solaires, c'est super, on parle beaucoup de l'importance du solaire, etc. Mais on a besoin de quoi? Haute pression, haute température et des terres rares. Et les terres rares, comme leur nom l'indique, elles sont rares. Elles sont présentes en Chine, elles sont présentes un peu en Afrique, principalement en Chine et au Chili. Et bien sûr, ces pays, entre autres la Chine, développent leur propre industrie et commencent à restreindre les exportations de leurs terres rares. Donc c'est des cul-de-sac technologiques, quelque part, annoncés. Vous avez des merveilleux panneaux solaires, on en a vu quelques-uns tout à l'heure dans le parc de Senlis, que sont les plantes, les arbres. 15 hectares de panneaux solaires que vous pouvez même recycler pour un arbre adulte, un beau chêne, avec un rendement moins important par unité de surface, c'est vrai. Mais vous avez une telle capacité de multiplication des surfaces, parce que c'est un gel, ce n'est pas quelque chose d'opaque. Vous pouvez éventuellement, si vous arrivez à imiter ça, mettre ça dans des peintures. Vous imaginez le potentiel en termes de surface. Donc oui, rendement plus faible par unité de surface, mais avec une multiplication du potentiel qui est tout simplement inimaginable. Il y a des équipes qui travaillent sur ça, soit pour produire de l'hydrogène, soit pour aller un peu plus loin et réellement imiter les plantes. On en est loin, c'est dans les laboratoires, mais ça viendra un jour. Il y a une équipe de Marthe Fontcave, par exemple, en France, qui travaille sur la photosynthèse artificielle. Un autre exemple que j'aime bien, qui est aussi illustré par des acteurs français, même si au départ, c'était les laboratoires Bell-Lucens qui sont inspirés de cet organisme-là. Ce que vous voyez là, au-delà de la structure d'ailleurs, qui est assez impressionnante, c'est le squelette en verre d'une éponge qui vit dans les zones antarctiques et subantarctiques. Alors le verre, c'est intéressant parce que d'abord, c'est un verre d'extrêmement bonne qualité, qualité fibre optique, mais qu'en plus de ça, elle le fait à température ambiante et à pression ambiante. Dans son cas, c'est 2-3 degrés maximum Celsius de température, voire moins. Nous, pour faire du verre, on a besoin de minimum 800 degrés Celsius. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à apprendre? Eh bien, c'est le cas. Si on s'y penche, il y a des équipes qui ont réussi à faire la synthèse du verre dans de l'eau, entre autres en France. Et par exemple, Jacques Livage, Clément Sanchez travaillent sur ça. On n'est pas encore capable de faire des vitres comme ça, mais certainement, encore une fois, avec un peu de recherche et développement, on arrivera à faire des choses absolument fascinantes à température ambiante et dans l'eau. Les matériaux composites également, si on prend l'exemple fameux de la soie d'araignée, peut-être quelques mots là-dessus, 5 fois plus résistant que l'acier pour une densité 6 fois moindre et 3 fois plus que le Kevlar, jusqu'à 10 fois pour certaines toiles, par exemple d'espèces qui attrapent des insectes un peu plus gros, donc qui ont besoin d'avoir des toiles plus résistantes, 2 fois plus souple que le nylon, grande capacité d'absorption des chocs, ça peut s'allonger 5 fois et retrouver sa taille sans déformation, et une toile assez grande pour faire le tour de la Terre ne pèserait que 320 grammes, etc., etc. Et tout ça avec 2 protéines seulement, qui sont orientées différemment en fonction, dont le tissage est orienté différemment en fonction des caractéristiques de la toile. Il y a des tas d'autres choses, comme la coquille d'ormeau, qui à épaisseur égale est plus efficace que le blindage d'un Charles Leclerc. Là aussi, il y a des équipes qui travaillent sur ça, bien sûr, pour essayer d'imiter le côté matériaux composites, où vous avez en gros des couches dures et des couches tendres qui expliquent les performances du matériau. Par exemple, si vous avez une fracture, elle va se diffuser dans la couche tendre, plus organique. Alors que si vous n'avez qu'une couche dure, ça pourrait casser tout le long. C'est des petits trucs comme ça que la nature utilise. Je vais très rapidement là-dessus, bien sûr. On pourrait en dire beaucoup plus. Cicatriser également. Eh oui, votre peau ou même le tronc d'arbre, il s'auto-cicatrise. Alors ça, je peux vous dire que ça intéresse beaucoup de monde également. Qui n'a pas eu un smartphone qui est tombé du mauvais côté et avec un écran cassé? Eh bien, pas simplement l'industrie d'ailleurs des smartphones, mais un avion avec une structure qui s'abîme en l'air, on n'a pas trop envie d'attendre qu'il atterrisse pour la réparer, non?
Ça serait super si ça pouvait s'auto-cicatriser. Pensez à la NASA ou à l'Agence spatiale européenne avec un robot qui part sur Mars. Pareil. Problème de structure, si on pouvait auto-cicatriser, ça serait génial. Donc là aussi, c'est un modèle, un gisement incroyable d'inspiration, le vivant. Les matériaux autocicatrisants, tellement que c'est considéré par certains ingénieurs des matériaux comme le saint graal de la science des matériaux. Maintenant, on va passer au dernier niveau, système. Je vais juste essayer de ne pas trop me faire entraîner par mon enthousiasme. Les systèmes. Alors, les systèmes, en gros, c'est vraiment se dire que finalement, dans un système, un écosystème, toutes les boucles de circulation de matière et d'énergie sont fermées. C'est-à-dire, en gros, que chaque déchet devient la ressource pour quelqu'un d'autre. On parle beaucoup de recyclage, de plus en plus, mais essentiellement, notre système est un système linéaire. En gros, on prend des matières premières, on les transforme, on produit des déchets, et une petite section de ces déchets repartent en cycle. Un écosystème, ça ne fonctionne pas comme ça. À quelques exceptions près, entre autres le carbone. Eh oui, le carbone a été retiré du cycle pendant les millions d'années à travers la photosynthèse du passé, et ça a donné quoi? Les hydrocarbures, qui ont été enfermés dans la lithosphère, dans le sol. Qu'est-ce qu'on fait depuis 150, 200 ans? On fait l'inverse. On remet en circulation du carbone qui a été retiré du cycle par le vivant. Est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser? Est-ce qu'on ne marche pas un peu sur les pieds? Sur les mains, pardon. Vous voyez, c'est vraiment des réflexions, c'est des grilles de lecture aussi, le biomimétisme. Des grilles de lecture qui peuvent conduire à des conclusions de bon sens, finalement. Fermer les boucles, donc penser coproduits et non déchets. Comme dans une forêt, une feuille devient une ressource pour d'autres organismes. Eh bien, c'est tout le principe de l'écologie industrielle, par exemple. Mais ça demande aussi une démarche en amont, d'éco-conception. Par exemple, en introduisant, comme dans le vivant d'ailleurs, de la modularité pour pouvoir faciliter le fait que, à la fin de vie, vous ne jetez pas tout le produit. Vous pouvez récupérer certains éléments qui peuvent repartir tout de suite dans le cycle. Si la caméra est encore bonne ou si certaines structures de mon téléphone sont encore bonnes, je peux très très bien les réutiliser. Pourquoi gaspiller et tout refondre pour essayer de recycler tel qu'on conçoit le recyclage actuellement essentiellement? Donc la modularité et l'éco-conception, c'est très important. C'est le cas de cette chaise, par exemple, mais aussi sur les téléphones. Il y a un projet qui s'appelle Blockphone, où on essaye de développer une nouvelle génération de téléphones segmentés, où on va retirer les parties qu'on a envie de changer sans avoir besoin de tout changer. C'est un exemple où on va un peu dans cette direction-là quand même. C'est les concepts d'écologie industrielle. Donc on est vraiment aussi limitation des écosystèmes, encore une fois grille de lecture, avec l'exemple fameux de Kallenburg, où vous avez donc une usine de cogénération qui produit de la chaleur qui est réutilisée par une usine pharmaceutique, par la ville de Kallenburg également, du gypse qui est utilisé par une entreprise de panneaux de plâtre, etc. En fait, tous les déchets de l'un deviennent la ressource de l'autre. Mais c'est également dans l'agriculture, des concepts comme la permaculture ou l'agroforesterie ou l'agriculture analogue, où clairement on s'inspire aussi du fonctionnement d'une forêt, d'un écosystème, pour créer de la valeur agricole, en faisant collaborer les espèces entre elles, par exemple. Sortir d'un système linéaire monospécifique, qui ne fonctionne que quand on est mécanisé et avec des intrants chimiques importants, à un système plus où on fait jouer les strates, où les arbres fournissent des services, où en fait certaines plantes vont pouvoir permettre d'attirer ou de repousser certains insectes ou certaines maladies, et on joue en fait sur les collaborations entre espèces. C'est un projet qu'on teste également, un concept qu'on teste nous à Haïti avec l'association Biomimicry Europa que j'ai contribué à créer, où non seulement on fait la reforestation dans des zones extrêmement déforestées, mais avec des arbres qui produisent des noix, ça s'appelle le noyer maya, extrêmement nutritives, et des feuillages d'ailleurs qui font monter les taux de lactation du bétail également d'une manière incroyable. Les mayas l'utilisaient comme arbre refuge en cas de famine. Mais quelque chose d'extraordinaire en plus, c'est qu'il y a un chercheur français à l'université de Lausanne qui a découvert que ces arbres faisaient partie d'un groupe d'arbres, et il n'y a pas que des arbres d'ailleurs, certains cactus sont capables de le faire, qui sont capables de prendre le carbone atmosphérique, non seulement de le fixer dans leur tronc comme tous les arbres le font, mais en plus de ça, via une symbiose dans leurs racines, de créer du calcaire. Donc sortir le carbone du cycle biologique pour l'enfermer dans le cycle géologique. Donc stockage pendant des milliers et des milliers d'années, jusqu'à 1 tonne par arbre à maturité. Donc extrêmement intéressant quand on parle d'adaptation au changement climatique. Un service écosystémique remarquable, lié à une symbiose entre bactéries, champignons et racines de l'arbre. Ce qu'on appelle l'oxalogénèse. Eric Verrecchia.
Je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que je n'ai pas de connexion Internet et puis on a commencé un peu en retard. Et je vais simplement résumer ça en disant, par la partie système, que quelque part, je caricature, hein, jusque dans les années 50, 60, on était dans un concept où on avait à peu près les ressources abondantes qu'on voulait, on les transformait et on contrôlait assez peu les impacts négatifs sur l'environnement en rejetant, on pensait que l'océan était vaste, on pouvait rejeter toutes sortes de choses, y compris d'ailleurs des produits radioactifs, ça a été fait. Hein. Un système de type 2 où on est plus maintenant, où on se rend bien compte quand même que les ressources sont limitées, on met en place des boucles vertueuses et on essaie de mieux contrôler les impacts négatifs. Et l'idée, c'est de se dire quel est le cap. Moi, je suis marin, j'ai besoin d'un cap. Qu'on y aille doucement ou rapidement, c'est une autre histoire. Qu'on passe à bâbord ou à tribord, c'est une autre histoire également. Mais au moins, j'ai un cap. C'est de se dire, on peut très bien faire comme l'ensemble du vivant et à terme, être 100% dans une économie circulaire, 100% d'énergie renouvelable, et peut-être que ça prendra du temps, mais 0% de déchets rémanents qui restent dans l'écosystème. Et ça, je trouve que c'est plus enthousiasmant de se lever le matin en se disant, on essaye d'aller vers ça, on ne sait pas combien de temps ça prendra, mais on arrête de penser simplement en se disant que notre perspective, c'est juste réduire nos impacts négatifs. On peut même être dans des constructions rénovatrices de l'environnement. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Dans les ateliers ici au CBIOS sur l'architecture, on parle maintenant d'habitat régénérateur. Donc voilà, c'est vraiment des changements de vision, changements de paradigme. Et le biomimétisme est une invitation à ça. Et je crois d'ailleurs que le CBIOS a un rôle fondamental à jouer, pas simplement en Europe, mais dans le monde, parce que la plupart des organisations qui s'intéressent à la bio-inspiration ne se focalisent pas sur ce type de projet, de société enthousiasmant, difficile, mais vraiment enthousiasmant. On peut très bien faire la bio-inspiration sans avoir du tout ce logiciel de pensée. Alors là aussi, je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Surveillez-moi, hein, s'il vous plaît, hein, si je suis trop bavard. Parce que c'est mon cas. C'est une méta-analyse faite par des ingénieurs qui comparent les processus engagés dans le monde vivant par rapport aux processus technologiques. Alors là, c'est vraiment un cap quelque part pour moi aussi. Regardez la quantité de matière et d'énergie et d'informations que nous engageons dans le monde technologique pour arriver à des résultats performants. Regardez ce qui se passe dans le vivant. L'essentiel du vivant se base sur l'information et ce qui permet d'optimiser la consommation de matière et d'énergie. Ce qu'on appelle les boucles de feedback, ça rend le système plus cognitif, il est capable de s'auto-corriger. Et donc, on devient extrêmement performant en termes de consommation de ressources. Le jour où on arrivera à ça, je peux vous dire que beaucoup d'enjeux de durabilité auront été réglés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que via les nouvelles technologies, la quantité d'informations dans le système humain est en train d'augmenter. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle d'économie circulaire, ce n'est pas pour rien qu'on parle d'économie de la fonctionnalité, parce qu'actuellement, on a des technologies qui nous permettent de se rapprocher de plus en plus de ça. Petit bémol, toutes nos technologies de l'information sont basées sur le développement utilisant des terres rares. Donc, on parle d'objets connectés, oui, mais nous sommes en train de construire des colosses au pied d'argile. Donc il est urgent de trouver d'autres voies qui augmentent la valeur en information, mais pas basées sur des ressources qui sont encore des cul-de-sac. Encore une fois, c'est du bon sens. Je vais passer rapidement sur ça pour peut-être laisser quelques places aux questions. S'inspirer du vivant pour le management, c'est aussi possible. Là, vous voyez une organisation conventionnelle, plutôt hiérarchique, et là, un écosystème. Pas de chef, pas de boss, pas d'ingénieur en chef. Je ne dis pas que dans tous les cas, ça s'applique. Hein. Une meute de loups, il y a de la hiérarchie. Mais dans l'organisation d'un écosystème, il y a des choses extraordinaires à apprendre de ça. Pourquoi ça fonctionne? Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de sociétés qui mettent en place des modèles hybrides. Et certaines innovations, dans Google par exemple, Gmail, viennent d'espaces de collaboration non hiérarchiques. Mais tout ce qui est échange avec les utilisateurs, par exemple, où vous avez l'innovation ouverte, eh bien, c'est aussi un petit peu ce genre de structure. Il y a beaucoup de compétition dans le vivant, certes, mais dans un écosystème, le contexte général est plutôt collaboratif et la plupart des grandes innovations dans le vivant viennent de ce qu'on appelle des symbioses, des collaborations. Donc il y a toutes sortes de stratégies, mais globalement, le socle général, c'est la symbiose et la coopération. En gros, on dit que les grandes innovations du vivant viennent de la coopération et de la symbiose, et qu'ensuite, la sélection naturelle, la compétition fait le tri.
Donc voilà, il y a des sujets comme la résilience. Qu'est-ce qui fait que d'un récif de corail, on passe à une prairie marine? Qu'est-ce qui fait qu'au contraire, on est capable de résister au choc? Là aussi, il y a des champs disciplinaires entiers qui s'intéressent à ça. Et comment on peut transposer ça dans l'économie et dans la société? Ce genre de compréhension. Est-ce qu'il n'y a pas des signaux qui nous disent qu'on est trop proche d'un seuil et que donc il faut faire attention? Et souvent, ce n'est pas une grande catastrophe. Si je suis ici, très proche du seuil, mais que je ne le sais pas, un tout petit problème peut me faire basculer. Et je change d'identité. Je ne suis plus une forêt, je serai une garrigue. Je ne serai plus un récif de corail, je serai une prairie marine. Et ça sera très difficile de revenir à l'état qui prévalait. Alors que si je ne perds pas ma résilience, je me reconstruis naturellement. Je n'ai pas besoin d'intervention. Ça inspire beaucoup de gens, y compris d'ailleurs dans l'armée, essayer de comprendre comment on perd des résiliences et comment il y a des signaux qui nous disent attention, on approche de seuil de résilience. Il y a le domaine des algorithmes aussi, toujours dans les systèmes, comment s'inspirer par exemple des fourmis. Et beaucoup de gens ignorent que nos GPS sont basés sur l'algorithme des fourmis pour calculer la distance la plus courte entre deux points et la plus rationnelle. Comment les fourmis trouvent la nourriture et partagent cette information grâce à leurs hormones. J'y vais un peu vite. Mais aussi par exemple l'intelligence en essaim, qui n'a pas été fascinée par un vol des tourneaux ou par un banc de poissons. Il n'y a pas d'encombrement. Eh ben, je peux vous dire que ça intéresse beaucoup de gens, y compris dans l'industrie automobile. Mais aussi le ratio, par exemple, entre exploitation et prospection chez les abeilles, où finalement, elles vont abandonner un site où il y a encore de la ressource, parce que d'un point de vue énergétique, eh bien, ça ne vaut plus la peine de l'exploiter. Il vaut mieux essayer d'en retrouver un autre. Là, beaucoup d'industries s'intéressent à ce type d'algorithme qu'on appelle l'algorithme des abeilles. À quel moment il est important d'arrêter d'exploiter, même s'il y a encore de la ressource? Donc, pour finir, proposer un cap, très important, j'y reviens, se dire finalement, on parle de développement durable comme un grand sac fourre-tout. Et si on devait résumer rationnellement, on pourrait le résumer en 4 grands principes. Diminuer notre dépendance de ressources qui viennent de la croûte terrestre, parce qu'elles sont par essence non renouvelables. Diminuer l'overdose de produits chimiques qui sont technologiquement intéressants, mais qui, avec plus de 1000 nouvelles molécules chaque année, génèrent aussi des problèmes de santé publique et des effets en cocktail qu'on découvre de plus en plus. Donc là aussi, il y a des choses intéressantes à comprendre dans la chimie du vivant. Arrêter la dégradation des écosystèmes par des moyens physiques, j'ai parlé des services écosystémiques, donc on comprend tout de suite pourquoi. Et je rajouterai quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le biomimétisme, mais qui est très important, c'est l'aspect humaniste. Parce qu'avec le biomimétisme, on peut aussi faire des choses, si on n'intègre pas cet aspect-là, qui n'ont rien à voir avec les valeurs humaines. Et ce n'est pas une fourmilière qui va nous apprendre ça. Alors voilà, c'est se dire quelque part qu'il y a un plancher social pour un développement durable et un plafond environnemental, vous retrouvez les grands thèmes que je vous ai montrés dans l'étude scientifique, qu'il ne faudrait pas percer. Et de se dire qu'on devrait aussi arrêter de brûler la bibliothèque du vivant, qui contient des schémas extraordinaires et qu'on est en train de détruire avec la 6e extinction de masse, alors qu'il y a peut-être des solutions à nos problèmes actuels et du futur. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et s'il y a encore de l'espace pour quelques questions, je serai heureux d'y répondre. Merci Tariq pour ton enthousiasme, ta pédagogie, ta passion. Il y a certainement une ou deux questions. Ah, merci. Bonjour, d'abord merci. Je voulais savoir le graphique que vous avez montré, qui avait été fait par des ingénieurs, là, la répartition en information, ressources et... oui. Je ne sais plus c'était quoi le troisième. Énergie. Information, matière et énergie. Est-ce que vous savez comment ça a été calculé ou fait? Parce que... Alors là, c'est vraiment une synthèse grand public, mais si ça vous intéresse, que vous venez me voir tout à l'heure, je peux vous donner le papier. En fait, c'est l'université de Bath, Julian Vincent. Ils ont fait une méta-analyse avec une façon de présenter les graphes un peu plus complexe que ça. Ça, c'est vraiment une simplification à l'extrême. Où, en fait, ils ont analysé les processus engagés dans certains exemples, un échantillonnage d'exemples industriels à différentes échelles, d'ailleurs, et puis des analyses des systèmes vivants. Par exemple, dans l'information, quand on parle d'information dans le système vivant, on pense à l'ADN, bien sûr, dans une cellule, mais il y a aussi toutes les hormones, les échanges d'informations dans un écosystème qui se font pas simplement au niveau de la cellule avec l'ADN. Donc l'information au sens large. Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais Biomécrie Europa, à travers Tariq, est membre fondateur du CBURS, donc présent depuis l'origine. Je pense que Kalina vous l'a rappelé tout à l'heure. Et Tariq fait partie aussi de l'équipe d'experts qui participe aux formations
sur le biomimétisme que développe le CBIOS également. Daniel, tu avais une question? Tariq, quand j'étais en 10e à l'école, on était sur la route des 3 milliards d'hommes sur Terre. Là, on est à 7. On dit que dans l'année 50, on va être 10, 11, 12. Il y a une multiplication de consommation d'énergie par l'humanité dans ce phénomène. Pour l'instant, on vit bien, parce qu'on va chercher l'énergie, comme tu l'as dit, dans le sol qui est stocké. Comme c'est stocké, on sait que c'est limité. Dans l'avenir lointain, tout ce que tu nous as présenté sur l'évolution du vivant, quelle est ta vision sur le moyen que l'humanité va se doter pour continuer à consommer l'énergie dont elle a besoin au sens aujourd'hui? Surtout quand on sait, par exemple, que la Chine et l'Inde ont bien l'intention de doubler leur consommation d'énergie dans les années qui viennent. Alors, est-ce qu'il faut multiplier les centrales nucléaires? Est-ce qu'il faut... J'aimerais bien avoir ton idée là-dessus. Merci Daniel. C'est une question qui demande un peu de développement, mais je vais essayer d'y répondre de manière succincte. La question de l'énergie, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans le vivant, et nous sommes un système vivant, nous les humains, comme les autres finalement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que des fois, même je suis un peu transgresseur en disant, moi je suis un peu contre l'idée de dire artificiel versus naturel. Parce que nous sommes des espèces naturelles, une espèce naturelle qui crée des objets, on n'est pas les seuls d'ailleurs. Un nid d'oiseau, c'est un objet aussi. Et si on fait mal son nid, eh ben, l'évolution ne va pas nous laisser longtemps sur la Terre. Donc quelque part, la durabilité, elle est aussi de réintégrer quelque part notre place dans le système Terre vivant, en tant qu'espèce vivante qui crée des objets et qui utilise l'énergie comme le vivant utilise l'énergie, mais peut-être avec des stratégies qui sont moins adaptées que ce que le vivant a mis au point sur les milliards d'années. Alors maintenant, j'en viens précisément à ta question. Ça implique de répondre à plusieurs niveaux. Le niveau de la source d'énergie et le niveau de la quantité d'énergie dans le système. La source d'énergie, si demain, pour moi, il y a une énergie nucléaire propre, sans déchets permanents, peut-être pas permanemment, en tout cas transmis aux générations futures, j'ai aucun problème avec ça. J'adore l'énergie nucléaire du soleil, personnellement. C'est elle qui permet d'irriguer toute la biosphère. Donc, je fais confiance sur le fait qu'on trouvera peut-être des sources d'énergie, quelles qu'elles soient, qui ne soient pas productrices de déchets très problématiques à gérer. Maintenant, la question de la quantité dans le système. Et là, ça ouvre une fenêtre qui est très peu ouverte. Ça commence à arriver depuis 1 an, et j'en suis très heureux d'ailleurs. Je te recommande un livre qui s'appelle Thermodynamique de l'évolution, parce que ça touche à la thermodynamique, de Rodier, où on se rend compte que c'est aussi la quantité d'énergie dans le système qui compte, pas simplement le type d'énergie. Je m'explique. Si vous prenez un ouragan, par exemple, un ouragan, ça crée de la structure, un tourbillon. Ça le crée en se basant sur la différence de température entre l'océan et l'atmosphère. Donc ça crée de la structuration en exportant son chaos, ce qu'on appelle l'entropie, à l'extérieur de lui-même, en déstructurant son environnement. Si vous comparez ça avec un tourbillon dans votre baignoire, où vous réglez le débit entrant et le débit sortant, vous avez une belle structuration, un peu comme le tourbillon d'un ouragan, mais qui, elle, va rester, être durable. Et va exporter très faiblement de l'entropie, ce qu'on appelle l'entropie en thermodynamique. Donc quand vous ouvrez le robinet de l'énergie à fond, ce qu'on fait avec le fait qu'on aille chercher des sources d'énergie de plus en plus importantes, eh bien on crée énormément de structuration dans le système. Les villes, les innovations, c'est de la structuration, mais on exporte énormément de chaos dans l'environnement. L'entropie, exportation d'entropie. Un grand physicien disait, c'est comme surfer sur la vague du chaos, ni trop peu, ni pas assez. Et actuellement, on est dans le trop. Donc demain, on aurait l'énergie illimitée, propre, mais on en abuserait, eh bien on créerait du chaos. Et ça, c'est difficile à intégrer pour beaucoup de personnes. Alors que c'est aussi une des observations du vivant et de la physique même. On est vraiment dans quelque chose de très rationnel. Donc en gros, c'est la sobriété énergétique heureuse, comme le vivant le fait, par l'information, par le contrôle. Grâce à l'information, le système devient plus intelligent. Il optimise sa consommation d'énergie, sa consommation de matière, en créant quand même de la valeur, beaucoup de valeur. Encore une fois, l'exemple de la forêt tropicale, ou même du récif de corail, un milieu pauvre à l'origine, oligotrophique pour le récif de corail, une terre latérisée pour la forêt tropicale, le jeu de la diversité, l'information qui s'échange, crée de la valeur découplée de ce que pouvait laisser imaginer la surface de départ.
Et là, c'est porteur d'espoir. Est-ce que je réponds un peu à ta question? Oui. Allez, une ou deux dernières questions avant de vous libérer, même si Tariq est intarissable et la nature est intarissable d'idées et de suggestions. J'ai vu une main quelque part. Oui, bonjour. Bonjour. Donc je partage un certain nombre de sujets, dont Horizon 2020, 50, 80 milliards d'objets connectés, Terra, Peta, Zeta, Iota, bits de données. Aujourd'hui, on se dit que tout est possible, qu'on est sur une génération qui arrive, qui est consciente. Et donc ma question, c'est comment contourner les terres rares, qui pour moi effectivement sont un des sujets de blocage du futur. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir répondre à votre question? Moi, tout ce que je suis, c'est un passeur, hein, entre des spécialistes, hyper spécialistes. Peut-être pour vous répondre un petit peu, simplement vous dire qu'il y a au stade des laboratoires, en tout cas pour le moment, l'exploration d'un autre type d'électronique basé sur les protons et non pas sur les électrons. La protonique qui s'inspire aussi du vivant, y compris d'autres types de circuits plus organiques. Les neurones sont par exemple un système extrêmement intéressant à étudier. Donc il y a des choses intéressantes qui se passent, mais qui sont pour le moment sous le radar parce qu'on est vraiment au stade recherche, plus que même développement. Merci. Une dernière question au fond. Peut-être pas la dernière, mais... Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure notamment au niveau de la gestion des ressources, de l'algorithme des abeilles et de savoir quand s'arrêter pour justement, pendant qu'on exploite une ressource. Ce serait quoi votre argument convaincant pour tous les grands acteurs industriels qui aujourd'hui font des calculs et se rendent compte que de prendre toute une ressource, c'est plus rentable pour eux que de la laisser pérenne sur 10 ans par exemple? Bien, en fait, des fois, vous savez, parfois on vous dit oui, on nous a dit qu'il restait plus de pétrole, mais regardez, finalement, les sables bitumeux, etc., on trouve d'autres ressources. Mais un facteur intéressant à regarder qu'on met assez peu en avant, c'est ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement énergétique. Donc, c'est-à-dire combien, par exemple, de joules je dois investir pour retirer combien de joules. Et on se rend compte, si on fait ce calcul-là, que, disons que, par exemple, au début de l'apparition de l'exploitation pétrolière au Texas, on était à 1%. Je dis que ça comme ça doit être pas loin. Hein. C'est-à-dire j'investis 1 et je retire 100. Maintenant, c'est en train de s'effondrer parce qu'on a besoin de technologies de plus en plus coûteuses pour extraire les dernières gouttes, quoi, en gros. Et donc, on se rend compte que ce n'est pas un 1 pour 1 qu'on commence à avoir un problème. Hein. C'est bien avant. Donc, voilà, intégrez ça parce que c'est une grille de lecture, encore une fois, qui peut vous donner une compréhension très différente de la façon dont certains médias présentent les choses. Regardez, et je peux vous dire que les gens de l'industrie pétrolière le savent très bien. Hein. Ils ne sont pas tombés de la dernière pluie, ils sont très au courant de ça. Ce concept de ROI, Return on Investment, Energy Invested, ROEI en fait. Donc c'est un argument convaincant pour moi pour dire qu'il faut rapidement passer à autre chose. Et la question n'est pas de se passer du pétrole, parce qu'on est tellement sous perfusion en tant que société de produits issus du pétrole, ça serait irresponsable du jour au lendemain de décider de se passer de pétrole, mais la question qu'on devrait poser, c'est combien de pétrole faut-il pour passer à l'après-pétrole? Parce que pour le moment, on ne sait pas faire. Hein. On peut vous raconter n'importe quoi, on ne sait pas faire pour le moment. Donc ce pétrole-là, il est super stratégique par contre. Mais si on continue à définir un cap qui est différent de celui que je viens de proposer et qui est quand même généralement admis, il faut passer à l'après-pétrole, ou en tout cas au biosourcé, pas au pétrole qui vient de la lithosphère. Et bien là, par contre, vous poussez le problème un peu plus loin et on aura des conséquences de plus en plus dramatiques quand il faudra les affronter. Votre question, je rebondis juste une seconde, m'amène à rappeler qu'à 14h30, on aura une conférence passionnante justement sur ces enjeux qui sont aussi des enjeux géostratégiques, cette guerre des mondes entre le monde des hydrocarbures et le monde on va dire, de ces alternatives végétales. Aujourd'hui, évidemment, c'est aussi bien souvent des questions politiques, parce que tout ça n'est pas complètement naturel, hein, l'évolution du prix des ressources. Et donc à 14h30, Daniel Grenier, qui est ici, qui connaît bien son sujet de la chimie, qui fait partie de l'association Chimie du Végétal, qui est lui-même chimiste, etc., livre un exposé de 45 minutes passionnant sur justement cette guerre des mondes. Et est-ce que le prix du baril n'est pas en train de dicter un petit peu l'avenir, notamment de toute la filière biosourcée, chimie du végétal, etc. Donc ça, c'est en début d'après-midi. Pardon. Non,
Mais c'est très bien fait. Est-ce qu'il reste une dernière question? Ou est-ce qu'on applaudit très chaleureusement Tariq Shekshak? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Tariq. Merci Je disais énormément. tout à l'heure qu'on avait depuis hier matin à Senlis une chance folle d'accueillir des gens comme toi et comme tous les orateurs prestigieux et passionnants qu'on a eu depuis hier matin. Je peux te reprendre la parole parce que, vu ce que tu viens de dire, moi je voudrais quand même dire que j'ai une chance folle d'être accueilli ici parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire et c'est pas pour leur faire plaisir que je dis ça, j'ai pu le vivre quelque part à distance en si peu de temps et en croyant à ça et franchement c'est en train de s'incarner et je trouve ça absolument formidable. Merci Tariq.